Juste un petit message avant de commencer, j'imagine facilement que la grande majorité d'entre vous s'est abonné pour des vidéos d'histoire. Alors, il n'y en a pas eu depuis plus de 2 ans, il y en aura peut-être plus du tout, je sais pas dire, mais à partir de maintenant, je vais juste parler de trucs qui m'intéressent, peu importe le sujet. Et donc aujourd'hui, on va parler de Pokémon. De rien pour le shot de nostalgie. Alors, le truc le plus stylé avec cette intro, c'est que c'est la même que celle de la série animée, sortie un mois plus tôt en France. Du coup, en lançant votre Game Boy, vous vous retrouviez à la place de Sacha devant sa TV, à la veille de la plus grande aventure de sa vie. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo en fait. Je me suis demandé ce que ça ferait de rejouer aux toutes premières versions, du moins les premières ici en France, 23 ans plus tard, et aussi de quoi ça a l'air pour des personnes plus jeunes, qui étaient peut-être même pas nées à la sortie des jeux. On va donc retourner où tout a commencé. Je lance une nouvelle partie et on a direct une brève explication de l'univers par le professeur Chen, un spécialiste des Pokémon. Il nous montre ce qu'est un Pokémon, donc un animal un peu chelou pour l'instant, puis il nous demande notre nom. Alors je prends celui que j'ai dans tous les jeux depuis plus de 20 ans maintenant, mais aussi celui de son petit-fils. Alors, je vais prendre un des noms génériques pour pas me prendre la tête. Après ça, on est propulsé dans le monde des Pokémon, d'où on n'a pas l'air d'être originaire. Et là, on arrive dans notre chambre. Alors le premier truc qu'on voit, c'est une Super Nintendo branchée à la TV. Et c'est un truc qu'on retrouvera dans tous les jeux principaux de la série. La console de salon de Nintendo du moment, branchée au format de TV du moment. Ça fait un petit peu capsule temporelle à chaque version au final. Alors j'explore un peu la chambre, exploration récompensée par la découverte d'une potion dans le PC. Comment on stocke une potion dans un PC quand même pas internet, allez savoir, mais si vous avez déjà joué à un RPG, vous savez à quoi ça peut servir. Je parle rapidement à ma mère, qui m'explique que c'est normal que je quitte la maison et que le prof Chen me cherche. Je rappelle que mon perso a 10 ans. Je sors ensuite de chez moi pour aller dans la maison voisine où la sœur de mon rival me dit qu'il est au labo du prof Chen. Labo où je me rends donc. Et là, mon rival m'informe que le prof n'est pas là. Tu sais, on dirait quand t'étais gamin avant les téléphones portables et que t'essayais de retrouver tes potes qui étaient déjà dehors. Bref, je me dirige donc vers le nord du village où je me fais arrêter par le prof Chen qui me dit que c'est trop dangereux d'y aller pour se balader tout seul. Ça veut dire que, en tant que gamin, t'es keblo dans le village. Tu peux aller nulle part. Tu m'étonnes qu'ils essayent tous de se barrer le plus vite possible. Le prof me ramène à son labo et me demande de choisir un Pokémon. Et c'est plus ou moins ce choix qui détermine le niveau de difficulté du jeu en fait. Le Pokémon Feu est faible face aux 2 premières arènes, elles seront donc plus difficiles à battre. Le Pokémon Eau est fort face à la première arène et neutre face à la seconde. Et le Pokémon Plante a l'avantage dans les 2 premières arènes. On peut facilement capturer d'autres Pokémon qui pourront compenser, mais c'est toujours un truc à garder en tête. Et vu que je veux pas me prendre la tête, je vais choisir le Pokémon de départ que j'ai jamais essayé en vrai jusqu'à présent, c'est-à-dire Bulbizarre, le Pokémon plante. Parce que normalement on est team Carapuce ici. Évidemment, notre rival Jean, en incroyable génie tactique qu'il est, va choisir le Pokémon qui a l'avantage sur le nôtre. Ici, Salamèche, le Pokémon Feu. Parce que pour ceux qui connaissent pas vraiment le fonctionnement de Pokémon, c'est un jeu de rôle avec des combats au tour par tour, où on fait s'affronter des créatures ayant différentes capacités, dont un type qui va influencer ce contre quoi elles ont l'avantage, et ce contre quoi elles sont désavantagées, comme un pierre-feuille-ciseau, mais buggé. Certaines de ces forces, faiblesses font sens, Alors le feu brûle les plantes, l'eau éteint le feu, les plantes se nourrissent d'eau pour pousser. D'autres par contre, pourquoi le poison est faible face au sol? Pourquoi les dragons sont faibles face à la glace? Voilà, enfin bref, je donne toujours un surnom à mes Pokémon. Donc ici, Bulbizarre deviendra Herbert, et on n'a pas le temps de faire 2 mètres que notre rival veut se taper. Alors l'animation, elle est archi stylée. En vrai, on a notre perso en bas à gauche, de dos, qui fait face à son adversaire en haut à droite. Les deux sortent de l'écran et envoient une Pokéball qui contient un Pokémon. Et notre Pokémon est toujours de dos, comme si on assistait vraiment à un duel et qu'on lui donnait des ordres en étant derrière lui, quoi. On a plusieurs options en combat: attaquer, changer de Pokémon, utiliser un objet ou fuir. En fait, non, parce qu'on peut pas fuir en combat de dresseur, uniquement face à un Pokémon sauvage. Et vu que nos Pokémon n'ont que 2 attaques de base, mon rival et moi, on va spammer les mêmes jusqu'à ce que celui qui tape le plus fort fasse tomber l'autre KO. Alors, Herbert aurait pu y passer, mais c'était sans compter la potion trouvée dans le PC un peu plus tôt qui me permet de reprendre l'avantage et gagner ce duel. Et cette victoire m'apprendra plusieurs choses. Gagner un combat Pokémon fait gagner de l'expérience à notre Pokémon. S'il en gagne assez, il peut monter de niveau. Et en montant de niveau, ses statistiques changent et il devient plus fort. Et en plus, on gagne de la thune. Genre, tu tabasses le chien d'un mec, et en plus, il te donne de l'argent. Alors, après ma victoire, je me retourne vers le prof, qui me dit juste de partir à l'aventure. Alors, ok, soit. J'ai maintenant le droit de partir dans les hautes herbes, au nord, alors...
allons donc par là. Hein. Dès que je sors du village de Bourg-Palette pour aller vers la route 1, la couleur du jeu change, hein, parce que le jeu à la base est sorti sur Game Boy, la première vraie console portable de Nintendo qui n'affichait pas les couleurs, juste des nuances de vert moche et du noir. En chemin, je croise un PNJ qui me donne une potion et me dit que j'en trouverai d'autres à la boutique qui se situe à Jadiel, un peu plus au nord. Et en retraversant les hautes herbes, je tombe sur mon premier Pokémon sauvage. Alors cette animation de début de combat, elle est tellement simple, mais en même temps tellement iconique. Et il y a vraiment un truc avec la musique de ces jeux aussi. Je sais pas si c'est la nostalgie ou si la limitation de l'époque les forçait à être plus créatifs, mais elle marque quoi. Alors je continue ma route vers Jadiel, un panneau me donne des infos sur le gameplay, et je rentre dans le premier bâtiment que je vois, le centre Pokémon, où je pourrais faire soigner mes Pokémon gratuitement. Merci la sécu. Je parle à un peu tous les PNJ qui me donnent des infos sur le monde qui m'entoure et ce que je peux y faire, puis me rends sur le PC. Il semblerait que j'ai accès à la session d'un inconnu et à la mienne. Dans la session de cet inconnu, je peux stocker ou retirer des Pokémon, me demandez pas comment ça fonctionne, et dans ma session, je peux stocker mes objets. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je me rends au bâtiment le plus proche qui se trouve être la boutique dont on m'a parlé un peu plus tôt. Je suis directement interpellé par le vendeur qui me dit avoir un colis pour le prof Chen. Des PNJ me donnent encore quelques infos, puis je retourne à Bourg-Palette. Ce coup-ci, je peux éviter les combats de Pokémon sauvages en sautant par-dessus les petits rebords, sauf sur la dernière ligne droite où je me fais attaquer par un Roucoule qui est juste un moineau. Non, vraiment, les gens qui critiquent les designs de Pokémon plus récents, vous abusez, parce que pour l'instant, j'ai juste vu un rat et un moineau random. D'ailleurs, si mon Pokémon de dos a pas forcément une gueule incroyable, les sprites de Pokémon sauvages sont vraiment corrects, en fait. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus moche. Je vais mettre ça sur le compte des images de Pokémon verts que j'ai vu passer au fil des années. Parce que, oui, même si c'est plutôt une info connue, les versions bleues et rouges qu'on a eues en France étaient pas les premières. En 1996, sortent les versions vertes et rouges au Japon. La version bleue sortira un an plus tard. Elle est moins difficile, les labyrinthes sont moins tortueux et surtout les Pokémon sont beaucoup moins moches. C'est sur cette version que se base celle qui sort chez nous en 1999. On finit par arriver au labo du prof Chen, le colis est en fait un Pokédex, une encyclopédie qui répertorie tous les Pokémon connus, mais qu'on doit remplir nous-mêmes. En vrai, c'est un outil plutôt utile, hein. Outre la description des Pokémon qu'on a déjà capturés, ça nous donne aussi les endroits où on peut trouver les Pokémon qu'on a déjà rencontrés. Le prof nous demande au passage à Jean et à moi de remplir ce fameux Pokédex pour lui, parce que il est trop vieux. Hein. Faire travailler des mineurs, même en 1999, c'est pas ouf, monsieur Chen. Mon but actuel est donc de remplir le Pokédex. C'est super, mais en fait, moi je m'en fous, je veux juste me taper. Je retourne donc vers Jadiel, assomme quelques Pokémon sauvages en chemin histoire de gagner un peu plus d'expérience et rendre Herbert plus fort. Pour ceux qui n'ont joué qu'aux versions plus récentes, les Pokémon n'avaient pas de genre à l'époque, hein, sauf Nidoran mâle et femelle, qui ont aussi des évolutions distinctes. Et en parlant de Nidoran, je décide de me mettre en quête d'un Nidoran mâle, qui sera une addition plus qu'utile à mon équipe. Et bingo, je finis par en capturer un. Je l'appelle Duran Duran parce que j'ai des goûts musicaux incroyables. Et après avoir assommé quelques animaux sauvages qui n'avaient rien demandé à personne, je jette un coup d'œil à l'expérience qu'il me reste à gagner avant qu'Herbert monte de niveau. Oui, parce que le seul moyen d'avoir cette info, c'est d'ouvrir le menu, aller voir notre Pokémon, sélectionner le Pokémon en question, ouvrir ses stats et appuyer sur A pour passer à la page suivante. Merci beaucoup Game Freak d'avoir simplifié ça dans les versions suivantes, parce que vraiment là, ça ne fait aucun sens. Un truc que vous verrez pas dans cette vidéo aussi, hein, c'est le nombre de fois où le jeu reste à moitié en pause pendant que je cherche des infos à côté, comme par exemple les attaques apprises par les Pokémon, à quel niveau ils évoluent, etc. J'ai fini la partie avec plus de 20 heures de jeu, mais il devait y avoir facile 7 heures de pause dans le tas. Hein. Je jette un coup d'œil à mon équipe et me dis qu'il est peut-être temps d'aller me battre contre Jean. Oui, parce que un problème dont je me suis rendu compte quelques minutes plus tard, c'est que j'ai tellement joué au jeu que en fait je suis en pilote automatique. On est censé tomber sur Jean uniquement si on est un peu curieux et qu'on va voir ce qui se passe en haut à gauche de Jadiel. C'est pas du tout un combat obligatoire. Alors j'étais de toute évidence pas prêt, et du coup j'ai fait comme tout joueur qui se respecte. J'ai juste relancé ma partie, histoire de pouvoir m'entraîner un peu plus. Le grind, c'est vraiment un truc chiant dans beaucoup de jeux. Je sais même pas, en fait, comment c'est légal et pourquoi c'est encore là. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à grind dans des jeux, vraiment? Alors, pour ceux qui savent pas, le grind, c'est littéralement l'action de faire un truc ultra répétitif pour gagner de l'XP et devenir plus fort dans un jeu. Comme ici, battre des Pokémon sauvages à la chaîne pendant des heures, parce que ça peut littéralement prendre des heures, des fois.
Une fois mes Pokémon à un niveau décent, je retourne faire face à Jean comme si de rien n'était, et évidemment ma supériorité stratégique me fait gagner ce match. Alors, je décide d'aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe plus loin, et j'arrive à l'entrée de la ligue, où sûrement comme Jean quelques minutes plus tôt, je me fais refouler parce que j'ai pas de badge et suis certainement trop faible pour mériter l'accès. Je reprends donc ma quête pour devenir le dresseur le plus fort. Osef du Pokédex sont vraiment rien à carrer. Alors avant de partir, je fais quand même le plein d'antidotes, parce que la prochaine étape c'est la forêt de jade, et cette dernière est remplie de Pokémon insectes qui utilisent des attaques qui peuvent m'empoisonner. Et le poison, c'est chiant, parce que même en dehors des combats, vos Pokémon continuent de prendre des dégâts et ils peuvent même tomber KO pendant que vous êtes juste en train de marcher. En chemin, je passe devant l'arène du coin, dont le champion n'est apparemment pas là. D'ailleurs, en jetant un coup d'œil sur ma carte de dresseur, on se rend compte que je sais même pas qui c'est. J'ai bien la liste des 8 champions de la région de Kanto, avec leur visage à chaque fois, mais le dernier est masqué. Je me mets donc en route vers la forêt, la traverse sans encombre. Je roule sur à peu près tous les gamins qui se prennent pour des dresseurs, je reprends leur thune, tombe sur quasi aucun Pokémon sauvage, vraiment une plutôt bonne journée en fait. J'arrive ensuite à Argenta, où il y a franchement pas grand chose à voir, un centre Pokémon, une boutique, une arène et un musée. Alors j'essaye de me tirer de ce trou pourri, mais un random qui traîne sur le chemin me ramène direct à l'arène. Et je peux essayer autant que je veux, il me foutra pas la paix tant que j'ai pas obtenu le badge du coin. Un autre random m'emmène au musée, dont l'entrée est payante. On notera qu'un mec au musée nous parle de l'alunissage de la mission Apollo 11 en 1969. Alors, est-ce qu'on serait dans une dimension parallèle? Est-ce un voyageur temporel? On ne le saura jamais. Il y a plein de petits refs à notre monde à nous dans ce jeu, parce que je pense que tout simplement ils n'avaient pas réfléchi au lore à l'époque en fait. Après encore un peu de grind, je décide de rendre visite à Pierre, le champion de l'arène de la ville, afin de lui expliquer comment on pense par chez moi. Alors faut savoir que chaque champion d'arène utilise un type de Pokémon. D'un point de vue stratégique, c'est un peu teubé, mais du coup, ça nous force à jouer un peu avec nos équipes pour voir ce qui marche contre quoi. Et Pierre, c'est le champion de type roche. Et c'est quoi ces arènes d'ailleurs? Parce qu'en vrai, c'est expliqué nulle part en dehors du manuel du jeu. Mais déjà, qui a le temps de lire le manuel? Et si vous le chopez aujourd'hui, il y a très peu de chances que vous l'ayez. Mais en gros, il y a 8 arènes disséminées à travers la région de Kanto, et en battant le champion d'une arène, on obtient un badge qui peut apporter des bonus à nos Pokémon. Ça, je le savais pas avant d'y rejouer, alors que les champions te le disent. C'est écrit dans le manuel, il y a un autre PNJ qui te le dit, mais j'avais absolument pas retenu ça. Mais en gros, certains badges filent un bonus de 12% sur une des stats de tous vos Pokémon. Genre, je crois que celui de Pierre file 12% à la défense de tous vos Pokémon. Et en obtenant les 8 badges, vous pouvez tenter votre chance à la Ligue Pokémon qu'on a vu un peu plus tôt pour devenir maître Pokémon le plus fort de tous les dresseurs. Donc je tabasse les 2 gamins qui traînaient dans son arène, puis termine son équipe en un coup grâce à Herbert, le meilleur d'entre nous. Il m'offre son badge, des thunes, son honneur, mais aussi la capsule technique 34, ou CT34, qui contient l'attaque Patience. L'attaque Patience, on s'en fout. Quand j'étais gamin, c'était redoutable, mais en fait, quand t'as un minimum de jugeote, ça fait rien. Mais du coup, une capsule technique, c'est quoi? Alors, c'est un objet qui permet d'apprendre une attaque à un Pokémon qui peut l'apprendre. On peut pas donner n'importe quel CT à n'importe quel Pokémon. Le truc, c'est qu'à part genre 10 sur les 50 qui existent dans ce jeu, elles existent qu'en un seul exemplaire. Et il faut vraiment pas jouer au con avec ces trucs. Et ça tombe bien parce que je vais jouer au con avec ces trucs. En sortant, je jette un coup d'œil à la statue qui m'indique le nom du champion, mais aussi que Jean est passé par là avant moi. Après un bref passage au centre Pokémon, je repars et arrive sur la route 3. À part battre des dresseurs, il se passe pas grand chose d'intéressant, mais je vais en profiter pour vous montrer la carte 2 secondes. Alors, elle est super pratique, elle me permet de savoir où je vais, où je suis, etc., mais son fonctionnement est débile. Je peux me déplacer uniquement en faisant haut ou bas, peu importe où je suis, je dois partir du Bourg-Palette et me déplacer de ville en ville jusqu'à arriver où je veux. D'ailleurs, on l'a pas d'office, faut retourner parler à la sœur de Jean après que le prof chat nous ait donné le Pokédex, c'est super facile de la louper en vrai. Ah oui, en chemin, Duran gagne assez d'expérience pour atteindre le niveau 16 et évolue en Nidorino. Je sais toujours pas quel genre d'animal c'est censé être, une espèce de petit rhinocéros agressif sûrement. Comment une souris devient rhinocéros, on ne le saura jamais. Une fois tous les dresseurs vaincus, on arrive à un centre Pokémon au milieu de nulle part. Je soigne rapidement mes Pokémon et tombe sur un book qui veut me vendre un Magikarp à 500 Pokédollars en me disant que c'est une super affaire. Évidemment, je suis pas con, je vais... Ok, si, j'ai cliqué un peu trop vite et j'ai lâché 500 boules pour un Pokémon que j'ai directement mis dans mon PC. Je sais pas si c'est un défaut de moi ou du jeu, mais des fois ça blablate tellement pour rien que j'appuie juste sur A de manière répétitive et je me retrouve à boucler sur des dialogues pendant super longtemps ou à acheter des trucs que je voulais pas acheter en fait. Je pense que le problème vient de moi. Bref, l'étape d'après, c'est le mont Sélénite, ou Sélénité, j'ai jamais su, mais qui me permettra d'atteindre Azuria, la ville suivante. Alors,
Encore une fois, il s'y passe vraiment rien d'incroyable en fait, hein. Pokémon sauvage, dresseur, Pokémon sauvage. Bref, je ramasse plein d'objets et je tombe sur un mec qui appartient à une organisation qui s'appelle la Team Rocket. Alors, à part mal me parler et me dire qu'il a du taf, mais il continue à zoner dans la grotte, il fait pas grand chose. Je tombe sur un autre mec de la Team Rocket d'ailleurs qui me dit qu'il vole des Pokémon. C'est vraiment l'organisation criminelle la plus pétée que j'ai vue, hein. Les gars se baladent en racontant à tout le monde les trucs illégaux qu'ils font. Pour en venir à la grotte, au tout début, je me disais que mes souvenirs de gamin qui se perd en boucle dans le mont Sélénite, c'était juste dû au fait que j'étais un gamin qui part dans tous les sens. Mais en vrai, il y a tellement d'espaces vides qu'on sait jamais trop vers où aller. Et ironiquement, je me suis vite retrouvé complètement perdu dans la grotte. On est obligé d'aller partout pour être sûr de rien louper, et avec rien pour éviter les Pokémon sauvages pour l'instant, les rencontres à répétition, on est très vite déboussolé. Et au fil de mes errances, je trouve une pierre lune, qui, comme on me l'a indiqué au musée d'Argenta, sera un bout de météorite, sauf que ce bout de météorite, il me permet aussi de faire évoluer certains Pokémon, dont Duran. Et du coup, je lui donne une pierre lune, et il évolue en Nidoking. Ah oui, et Herbert aussi a évolué en Herbizarre. Il est pareil, sauf qu'il a une fleur dans le dos maintenant. Peu de temps après, je tombe sur un Gus qui me bloque la route avec 2 cailloux. Après l'avoir battu, il me propose de choisir entre ces 2 cailloux qui sont en fait des fossiles. On a d'un côté le fossile Dôme, qui par la suite pourra être réanimé en un Pokémon qui s'appelle Kabuto, ou le fossile Nautil, qui donnera un Amonita. Alors contrairement à toutes mes autres décisions dans la partie, je vais prendre le fossile Dôme parce que Kabutops reste un des Pokémon les plus stylés, mais de toute façon je vais l'oublier plus tard et je le récupérerai jamais. Voilà. Bref, je continue à galérer quelques minutes pour enfin arriver à la sortie et surtout à Azuria. Alors, les jeux s'appellent eux-mêmes version rouge et bleu, mais vous noterez aussi qu'on commence au Bourg-Palette et que chaque ville est nommée d'après une couleur. Argenta pour l'argent, Azuria pour le bleu azur. Il y a juste Céladopol que j'ai dû chercher parce que je connaissais pas le vers Céladon. Ça ressemble à ça, donc. Je farfouine un peu, un type m'explique les effets des différents badges, un flic me bloque l'entrée d'une maison qui vient de se faire cambrioler, et plutôt que d'aller directement chercher le badge, je me dirige vers le pont Pépite, où je suis chaleureusement accueilli par Jean. Je le bats, puis m'occupe des 5 dresseurs qui attendent sur le pont. Au bout, un mec me félicite, m'offre une pépite, qui se revend 5000 Poké-dollars quand même, puis me propose de rejoindre la Team Rocket parce que c'est trop des méchants. On a clairement vu mieux comme méthode de recrutement. Bon, je lui explique aussi comment on fait par chez moi, et c'est là que je commence à mettre en place mon plan. On va mettre fin à 23 ans de légendes urbaines, de cours de récré, ici et maintenant, vous allez voir. D'abord, je bats tous les dresseurs qui suivent jusqu'à arriver à celui-là. Retourne arrière, je vais dans les hautes herbes pour capturer un Abra sans gâchette, ce dresseur-là. C'est particulièrement chiant parce que Abra ne connaît qu'une seule attaque, téléporte, qu'il fait se barrer du combat dès le premier tour. Donc pas le droit à l'erreur. Après plusieurs échecs, je chope enfin un Abra. L'étape suivante est de choper l'aggro du dresseur juste à côté, mais on va directement ouvrir le menu et utiliser la capacité téléport d'Abra. Ce qui fait que le dresseur va nous voir, ça va déclencher l'animation du dresseur qui nous a repéré pour déclencher un combat, mais on va se téléporter juste avant. On va ensuite remonter le pont et aller battre le dresseur où on s'était arrêté un peu plus tôt. Faut absolument qu'il se déplace vers nous, hein. Faut pas que le combat se déclenche alors qu'il est encore au même endroit. Une fois vaincu, retéléporte jusqu'au centre Pokémon, on marche un petit peu, le menu start s'ouvre tout seul, j'ai appuyé sur rien du tout, et quand on le ferme, pas de camion, pas de Pokéball par terre, un vrai glitch pour choper Mew qui fonctionne. Il y a d'autres manières de le faire, hein, mais là on a qu'un badge et on est déjà face au 151e Pokémon, qui est impossible à obtenir autrement qu'en faisant bugger le jeu. Alors, je suis pas un expert, hein, donc si quelqu'un peut me corriger dans les commentaires, je suis preneur, mais en gros, le dresseur qu'on a laissé en plan un peu plus tôt avant de se téléporter a déclenché un combat. Combat que le jeu attend toujours de faire se dérouler. On combat le deuxième dresseur parce qu'il a un Ramolos, et les données de Ramolos vont être inscrites dans la mémoire du jeu après l'avoir battu. Donc quand le jeu va enfin réussir à déclencher le combat qu'il a essayé de lancer un peu plus tôt, donc en ouvrant le menu Start tout seul et en le refermant, bah, il va récupérer les infos du dernier Pokémon vu, sauf que pour une raison que je comprends pas, honnêtement, bah du coup ça appelle Mew dans la mémoire du jeu. On aurait combattu n'importe quel autre dresseur du coin, ça aurait invoqué un autre Pokémon. Mais voilà, Mew est capturé. Bon, en fait, je l'ai mis KO la première fois et j'ai dû recommencer, mais il est capturé maintenant. Je vais l'appeler Pollux, parce que j'aime bien ce nom, voilà. Allez, reprenons l'aventure normale. Je bats les dresseurs qui restent, et je finis par arriver à la maison du célèbre Léo. Sauf qu'en arrivant chez lui, hein, parce que le gars a quand même écrit qu'il habitait là, hein, au cas où on ait des doutes, pas de collection de Pokémon de ouf, pas de chercheurs, juste des machines, et un Pokémon tout seul au milieu de la pièce, qui parle. Alors, il m'explique que c'est Léo,
qu'il a fait une expérience qui a mal tourné et qui s'est transformé en Pokémon. Comment? Pourquoi? Quel Pokémon? Comment un humain peut se transformer en Pokémon? Est-ce que les humains sont des Pokémon aussi? On le saura jamais, hein, on l'a juste à redevenir humain, il nous file un ticket pour prendre un bateau et au revoir. Pas de collection, pas d'infos, un ticket pour un bateau et casse-toi. Par contre, j'ai l'impression qu'il nous reste quand même une chose à faire dans le coin, obtenir le badge. Alors au passage, la fameuse session inconnue dans le PC est maintenant renommée en PC de Léo, parce que du coup, ça serait lui qui aurait créé le moyen de stocker des Pokémon dans un ordinateur. Je profite de mon passage sur le PC justement pour vider mon sac à dos, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, le nombre de places dans le sac à dos est limité, et il n'y a pas de poche différente pour pouvoir trier ses objets. C'est vraiment un truc chiant pour le coup, parce qu'il faut toujours penser à vider son sac avant d'aller dans une nouvelle zone, au risque de devoir ignorer ou abandonner des objets. Bref, go à l'arène, Herbert, sans surprise, roule sur tous les dresseurs qui traînent par là, parce que le type plante a l'avantage sur le type haut, et on arrive enfin face à Ondine, la championne, et du coup, c'est pas vraiment un obstacle, hein. On va repartir avec le badge cascade et la possibilité d'utiliser la CS coupe, qui permet de couper des arbustes comme on en a déjà croisé quelques-uns jusqu'à présent. Mais cette CS, on l'a pas encore, et ça, c'est la prochaine étape. Alors, à la base, je comptais sortir une vidéo sur toute ma partie, mais genre là, on a que 2 badges et ça fait déjà plus de 20 minutes. Il en reste encore 6, plus les péripéties au milieu. Donc je pense qu'on va se calmer et plutôt viser des épisodes de 20 minutes qui vont sortir par-ci par-là. Je promets pas de régularité, hein. Mais si ça vous a plu, revenez au prochain, lâchez un pouce vers le haut. Et puis moi, je vous dis à plus. Ciao!